Eh bien le bonjour messieurs dames, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve pour la petite vidéo hebdomadaire. Donc vidéo que vous verrez vous paraître dimanche sur la chaîne, mais là on est vendredi matin, 8h30. Je suis en train de tourner, ma foi, dans un cadre plutôt sympathique. Bon, le soleil n'est pas de la partie, c'est pas très grave, on va faire sans. Toujours est-il que aujourd'hui messieurs dames, je vous propose qu'on parle d'un sujet qui va concerner pas mal de monde et qui est quand même très demandé. J'ai nommé l'hypothyroïdie et le lien entre l'hypothyroïdie et les problématiques de prise de poids. Donc c'est un problème, encore une fois, qui est quand même présent chez beaucoup de femmes, on va y revenir, et qui voilà, a des conséquences assez importantes en termes certes de prise de poids, mais également en termes de symptômes au sens large. Donc le but, c'est de faire un petit point au niveau scientifique. Qu'est-ce que disent les études? Qu'est-ce qu'on peut ressortir du lien entre hypothyroïdie et prise de poids? Sachant que sur Internet, sur les réseaux, les podcasts, machin, on entend tout et son contraire. On entend certains médecins qui vont dire que le lien est avéré et que clairement l'hypothyroïdie engendre une prise de poids. D'autres personnes qui vont dire que c'est des conneries, que ça n'existe pas, que la perte de poids, c'est uniquement les entrées de calories versus les sorties et que l'hypothyroïdie n'a rien à voir là-dedans. Donc, je vous propose qu'on fasse un petit point sur ça. Ce qu'on va faire, c'est que tous les chiffres, toutes les sources que je vais mentionner dans cette vidéo sont extraites, sont tirées d'un article que je viens d'écrire, que je vous mettrai en description. Donc n'hésitez pas à vous y référer si vous voulez creuser un petit peu et avoir davantage de références. Et n'hésitez pas également, je fais une petite précision à ce niveau-là, mais n'hésitez pas tout de suite à mettre un petit like à la vidéo, un petit commentaire, à partager si elle vous a plu. Et sans plus attendre, on est parti pour la vidéo de la semaine. Alors, bon, si je suis un peu essoufflé, c'est normal. Avant toute chose, il y a un petit peu de côte là où je suis. Donc on va essayer de garder quelque chose d'audible et de propre au niveau du son. Mais si je suis un peu essoufflé, il faudra me pardonner. Alors, déjà, messieurs, dames, ce qui est très très important, c'est de parler de la prévalence des troubles thyroïdiens. Alors, avant qu'on rentre dans le détail de qu'est-ce que la thyroïde, il faut savoir que les troubles de la thyroïde sont quand même de plus en plus fréquents. Aujourd'hui, la plupart des études des chercheurs estiment que l'hypothyroïdie pourrait concerner de 5 à 10% de la population générale, notamment dans les pays en Europe de l'Ouest comme la France. Donc, c'est vraiment un chiffre qui est conséquent et qui concerne beaucoup de monde. Parce que voilà, 5 à 10% de la population générale en France, on est sur plusieurs millions de personnes. Donc c'est vraiment un chiffre qui est énorme et il faut bien l'avoir en tête, notamment pour vous mesdames, parce que oui, qu'on le veuille ou non, les troubles thyroïdiens et l'hypothyroïdie au sens large du terme concernent beaucoup plus les femmes que les hommes. En fonction des études et des chercheurs, on considère que les femmes sont 4 à 5 fois plus touchées que les hommes, voire jusqu'à 10 fois plus. Alors pour des raisons diverses et variées, certains vont mentionner des facteurs génétiques, d'autres des facteurs émotionnels, d'autres environnementaux. Ça peut être un peu des trois. Là, j'ai pas forcément d'éléments de réponse à apporter. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les femmes sont beaucoup plus touchées et notamment en avançant dans l'âge. Donc il faut savoir que à partir de 30-40 ans, les troubles thyroïdiens explosent littéralement et on a encore une prévalence qui est plus importante quand on arrive aux alentours des 50 à 60 ans. Donc ça, c'est une chose importante à avoir en tête. Je vous dis, il y a de la côte, je suis essoufflé. Et deuxième chose à avoir en tête, c'est que les troubles thyroïdiens se confondent assez souvent avec la phase de vie qui correspond à la ménopause chez les femmes. Donc la ménopause engendre souvent des troubles thyroïdiens et inversement. Et ce qui est d'autant plus compliqué, d'autant plus traître, c'est qu'on a des symptômes, on a des symptômes qui peuvent se confondre entre d'une part les troubles thyroïdiens et d'autre part les perturbations hormonales liées à la ménopause. Donc voilà, ça c'était pour la petite introduction. Donc une prévalence quand même assez élevée. Maintenant, quand on évoque la thyroïde, qu'est-ce que c'est la thyroïde exactement? Donc là, on va faire une petite revue physiologique, si je puis dire, et anatomique. Mais promis, on ne va pas être trop compliqué. On va essayer de rester dans quelque chose d'assez assez simple et assez succinct. Alors, donc la thyroïde, petite glande au niveau du cou à ce niveau-là, qui est essentielle pour le bon fonctionnement de l'organisme. Aujourd'hui, les personnes qui sont ce qu'on appelle
thyroïdectomisées, qui n'ont plus de thyroïde, elles sont obligées de prendre des hormones de synthèse, de substitution pour survivre. Ah, il y a plus de vent que ce que je pensais, dis donc. Bon, j'espère que ça va aller. Voilà, donc on ne peut pas survivre sans thyroïde. C'est vraiment une glande qui est essentielle au bon fonctionnement de l'organisme parce que la thyroïde va produire notamment deux hormones qu'on appelle la T4 et la T3. Donc, encore une fois, je ne rentre pas dans trop de détails, mais ce qu'il faut que vous gardez en tête, messieurs, dames, c'est que la T4, c'est l'hormone qui est majoritairement produite par la glande thyroïde à hauteur de 80%, mais finalement, ce n'est pas vraiment une hormone, c'est plutôt ce qu'on appelle une pro-hormone, parce qu'en fait, elle n'est pas active directement. Et que pour exercer des effets au niveau des cellules, la T4 doit être convertie en T3. Ça, c'est très très important. On parle beaucoup de la T4, mais l'hormone active au niveau des cellules qui vient se fixer sur la cellule pour exercer des effets qu'on va évoquer juste après, c'est bel et bien la T3. Et que la T4 doit être convertie en T3 par différents tissus, notamment le foie, mais également les reins et un petit peu l'intestin, et que cette conversion est un phénomène très très sensible, qui peut être impacté par énormément de choses et qui dépend de mécanismes enzymatiques assez subtils, assez sensibles. Donc, je ne rentre pas dans beaucoup plus de détails sur qu'est-ce que la thyroïde, parce que ce n'est pas forcément important, mais il y a autre chose qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand on parle de la thyroïde, on parle surtout de l'axe hypothalamo-hypophyso-thyroïdien. Pareil, j'essaye de faire simple, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois acteurs majeurs qui vont réguler le fonctionnement thyroïdien et la production d'hormones. On va avoir l'hypothalamus au niveau cérébral, l'hypophyse toujours au niveau cérébral, et les hormones thyroïdiennes, la T4 et la T3 dont je viens de vous parler. C'est important parce que vous allez comprendre après le rôle que ça a en termes de compréhension de vos bilans biologiques et des données que vous avez pu faire tester au niveau biologique avec votre médecin. Donc je vous dis ça parce que l'hypothalamus va envoyer en tout cas une hormone, va sécréter une hormone en direction de l'hypophyse, une hormone qu'on appelle la TRH. Et une fois que l'hypophyse détecte la présence de TRH, elle va elle-même engendrer la production de TSH. Et ça, c'est important parce que vous allez voir, on va y revenir. Et cette TSH va aller directement stimuler la thyroïde pour lui ordonner de produire de la T3 et de la T4. Et en fait, ce qu'il faut savoir, et c'est le dernier point physiologique, et après j'arrête de vous emmerder avec ça, promis, c'est que il y a ce qu'on appelle des boucles de rétrocontrôle négatives. C'est-à-dire que si le corps détecte que la T4 et la T3, donc que le corps ne produit pas assez d'hormones thyroïdiennes, il va y avoir un message de rétrocontrôle qui va être envoyé à l'hypophyse et à l'hypothalamus pour leur demander de booster la production d'hormones. Et donc on va avoir une production notamment de TSH qui va être accrue. Et là, vous comprenez du coup le lien. C'est pour ça que finalement, quand on est en hypothyroïdie, de manière un peu contre-intuitive, on a une TSH qui est élevée avec des valeurs d'hormones thyroïdiennes qui sont basses. On parle d'hypothyroïdie parce que les hormones thyroïdiennes sont basses, mais la TSH est haute pour ordonner en quelque sorte, pour booster la production d'hormones thyroïdiennes. Et à l'inverse, quand on est en hyperthyroïdie, pour le coup, on a beaucoup d'hormones thyroïdiennes, d'où le nom hyperthyroïdie. Mais comme il y en a déjà trop dans le corps et que le corps n'en veut ni trop peu, juste ce qu'il faut, il ordonne, via les mécanismes de rétrocontrôle, il ordonne du coup aux hormones thyroïdiennes de calmer un peu le jeu et du coup il baisse la TSH. Bon voilà, je ne rentre pas forcément dans beaucoup plus de détails, mais je pense que c'était important que vous le compreniez parce que c'est à la base même de ce qu'on appelle l'hypothyroïdie. Alors, une fois qu'on a fini cette petite parenthèse, qui n'est pas vraiment une parenthèse, vous me direz, mais cette petite explication physiologique, rentrons un peu dans le vif du sujet en ce qui concerne les différentes formes d'hypothyroïdie. Alors, il y a aujourd'hui 4 formes d'hypothyroïdie dont j'aimerais vous parler. Je vais essayer de faire relativement simple, mais que vous compreniez quelles sont les différences entre les 4 formes et que potentiellement vous vous retrouviez ou non dans l'une de ces formes. Alors, la forme la plus classique et la plus simple, c'est ce qu'on appelle l'hypothyroïdie franche. Là, c'est très clair. On retrouve un tableau clinique, donc beaucoup de symptômes d'hypothyroïdie et on reviendra aux symptômes juste après, promis. Mais voilà, on a
des hormones thyroïdiennes qui sont basses, donc T4 libre basse, T3 libre basse, même si rarement testé, et une TSH qui est très élevée, constamment au-dessus de 10. Mais alors l'unité c'est des micro-UI par litre, donc voilà. Mais une TSH qui est constamment élevée et qui peut parfois atteindre 40, 50, 60, 100, voilà. Donc là, on est sur un tableau clair, vous êtes épuisé, la thyroïde ne fonctionne pas, elle ne fonctionne plus suffisamment, en tout cas, il faut prendre des hormones de substitution. Ensuite, on a un deuxième cas de figure qui est un peu plus subtil, qu'on appelle l'hypothyroïdie infraclinique. Alors, l'hypothyroïdie infraclinique, elle n'est pas toujours associée à beaucoup de symptômes. Des fois un petit peu plus, des fois pas du tout. Il y a un continuum en termes de symptômes qui est assez large. En tout cas, il y en a beaucoup moins généralement que dans le cas d'une hypothyroïdie franche. Et d'un point de vue biologique, on retrouve une TSH qui est modérément élevée, généralement au-dessus de 4, et ça peut aller jusqu'à 10, 15, voire 20. C'est rarement beaucoup plus. Mais par contre, on a une T4 libre qui est plutôt dans les normes, ou en tout cas qui est pas en dehors des normes, voilà, qui est dans la fourchette basse des normes, mais qui est encore considérée comme normale. Et encore une fois, on ne retrouve pas forcément de symptômes majeurs, même si il arrive qu'il y en ait quand même effectivement. Donc ça, c'était la deuxième forme. Ensuite, on retrouve une troisième forme d'hypothyroïdie qui, pour le coup, est beaucoup plus discutée au niveau du corps médical et de la communauté scientifique. C'est ce qu'on appelle l'hypothyroïdie fonctionnelle. Alors, l'hypothyroïdie fonctionnelle, je dis bien ce serait parce que pour le coup c'est du conditionnel et il n'y a pas vraiment d'études sur ça, c'est encore une fois assez débattu, mais ce serait une forme d'hypothyroïdie où finalement on n'aurait pas de modification des valeurs de T3 libre et de T4 libre, donc on retrouverait des valeurs d'hormones thyroïdiennes, en tout cas surtout de T4 normales, des TSH, en tout cas une TSH qui serait dans la norme, donc généralement comprise entre 0,5 et 4, mais par contre, le postulat de l'hypothyroïdie fonctionnelle, ce serait de dire que on a une conversion de la T4 en T3, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, qui est altérée. Et ça, c'est très très important. Et que du coup, le fait que cette conversion soit altérée, ça pourrait engendrer des symptômes plus ou moins importants d'hypothyroïdie, sans forcément qu'on ait des manifestations au niveau biologique. En tout cas, pas au niveau des marqueurs classiques que sont la TSH et la T4 libre. Et du coup, le postulat de la médecine fonctionnelle à ce niveau-là, ce serait de dire que c'est la conversion, encore une fois, de la T4 en T3 qui est altérée. Ça peut être lié à différents mécanismes. Ça peut être lié à de l'inflammation de bas grade. Ça peut être lié à la restriction de l'apport calorique. Ça peut être lié à une dysbiose intestinale. Enfin voilà, à pas mal de choses. Mais que du coup, comme on a une conversion de T4 en T3 altérée, altérée, et du coup, on aurait l'apparition de plus ou moins de symptômes, avec la production potentielle d'une forme de T3 qu'on appelle la T3 reverse, et qui est en fait une forme de T3 inactive. Bon, voilà, donc ça c'était la troisième forme. Je ne m'attarde pas vraiment dessus parce qu'encore une fois, elle est pas mal débattue au niveau de la communauté scientifique, et ça ne fait pas forcément consensus, mais c'est quand même important, je pense, de l'avoir en tête. Je vous montre juste la petite vue, parce que ça grimpe bien, mais c'est sympa quand même. Voilà, plutôt chouette. Et du coup, la quatrième forme, alors j'ai choisi d'en faire une forme à part entière, c'est pas forcément nécessairement le cas, mais ça me paraissait important de vous l'évoquer en tant que tel, c'est la thyroïdite auto-immune de Hashimoto. Donc là, dans cette forme de thyroïdite, on va avoir une destruction progressive de la thyroïde par les anticorps de l'organisme, donc avec un mécanisme auto-immun, où encore une fois, voilà, les cellules immunitaires du corps attaquent de manière erronée la thyroïde. Et pour le coup, en fonction du stade de développement de la pathologie, on va avoir une transition progressive vers une forme d'hypothyroïdie. Donc ce qu'on retrouve au global dans la maladie de Hashimoto au début, c'est la présence d'anticorps anti-thyroperoxydase et anti-thyroglobuline, mais des valeurs de TSH et de T4 libre qui souvent sont normales, avec pas ou peu de symptômes. Et au fur et à mesure que la thyroïde commence à être attaquée et à être détruite, on va progressivement cheminer vers un stade d'hypothyroïdie plus ou moins important, avec des symptômes, encore une fois, qui vont être de plus en plus invalidants. Voilà, donc ça c'était pour les 4 formes, messieurs, dames, d'hypothyroïdie. Et maintenant, vu qu'on a quand même pas mal évoqué les symptômes, je voulais qu'on parle justement de ces fameux symptômes, qu'on rentre un peu dans le détail.
Alors, donc, en ce qui concerne les symptômes, il faut bien avoir en tête que l'hypothyroïdie, ça correspond à un ralentissement global de l'organisme. Et quand je dis global, je veux vraiment dire global. Parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que toutes les cellules du corps, ou en tout cas quasiment toutes, ont des récepteurs à la T3. C'est-à-dire que l'hypothyroïdie va impacter tous les systèmes du corps, que ce soit le système cardiovasculaire, énergétique, métabolique, pulmonaire, digestif, cognitif, j'en passe et les meilleurs. Vraiment, tous les systèmes sont concernés et du coup, on a une pléthore de symptômes. On a un tableau clinique qui peut être extrêmement large et qui du coup peut varier quand même considérablement en fonction des patients. Alors, déjà, parmi les symptômes les plus typiques, on va avoir la fatigue. Donc une fatigue qui est persistante, qui est anormale, voire même qui est chronique, mais à ne pas confondre avec le syndrome de fatigue chronique. Mais en tout cas, on a une fatigue qui est importante. On va retrouver très souvent une prise de poids. Alors on va y revenir, mais j'ai bien dit prise de poids, j'ai pas dit prise de masse grasse, mais on va revenir sur le côté prise de masse grasse juste après. On va également avoir une tendance à moins supporter le froid, une frilosité qui va être assez importante. On va également retrouver un ralentissement de la sphère digestive, donc avec potentiellement des symptômes comme la constipation, les ballonnements, etc. On peut également retrouver des douleurs qui vont être plus ou moins généralisées, donc douleurs type céphalée, douleurs musculaires, des crampes, des douleurs osseuses, etc. Voilà, vraiment quelque chose d'assez diffus. On va avoir des perturbations très souvent du métabolisme lipidique, ou en tout cas du bilan lipidique, avec une augmentation du cholestérol et une augmentation des triglycérides. On va avoir la peau sèche, tendance à faire, avoir la peau sèche finalement, tendance également à la rétention d'eau, à faire de l'œdème. On va également avoir une tendance plutôt à la mélancolie, à avoir une humeur qui va être changeante ou un petit peu maussade, pas forcément une humeur au beau fixe. On peut également retrouver des ongles et des cheveux qui vont être cassants, qui vont être fragiles. Bon, il y a vraiment beaucoup de symptômes qui peuvent être liés à l'hypothyroïdie et c'est important de les avoir en tête parce qu'encore une fois, le tableau clinique est vraiment très très large. Et oui, décidément, il ne devait pas y avoir de vent ce matin. Mais vraiment, je me suis fait un peu avoir, comme un débutant. Donc, je vais faire demi-tour à ce niveau-là. Je vais profiter de la vue une dernière fois. Comme ça, voilà, je serai moins essoufflé, je pourrai parler un peu plus librement. Et on sera moins gêné par le vent. Donc, vous voyez que finalement, on retrouve un tableau clinique qui est extrêmement large et qui est assez évocateur en ce qui concerne la thyroïde, dans le sens où on a vraiment un ralentissement du corps dans son ensemble. Maintenant, j'aimerais qu'on zoome sur quelque chose d'un peu plus spécifique qui va être notamment en lien direct avec la prise de poids et la prise de masse grasse. J'ai nommé le ralentissement du métabolisme. Ce qui est très très important, messieurs dames, c'est de comprendre que la thyroïde, c'est vraiment la glande par excellence qui va contrôler le métabolisme et la capacité que vont avoir vos cellules à utiliser les substrats comme les graisses et les sucres pour produire de l'énergie et produire de la chaleur. Il y a des études qui montrent que jusqu'à 30% du métabolisme de base serait contrôlé uniquement par la glande thyroïde. Donc c'est vraiment extrêmement important d'avoir ça en tête avant d'évoquer la question de la prise de masse grasse en lien avec la thyroïde. Donc, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même pas mal d'études qui montrent, de manière assez consensuelle, je dois dire, que l'hypothyroïdie engendre bel et bien un ralentissement du métabolisme de base. Alors, c'est toujours compliqué d'évoquer des chiffres bien spécifiques parce que ça dépend sans doute des contextes, ça dépend également probablement des stades d'hypothyroïdie. Est-ce qu'on parle d'hypothyroïdie franche, d'hypothyroïdie infraclinique, quel degré d'hypothyroïdie, mais j'ai trouvé plusieurs études et encore une fois, je vous mettrai dans la description le lien de l'article que j'ai écrit qui mentionne ces études. J'ai trouvé plusieurs études qui mentionnent un chiffre de 10 à 12% en ce qui concerne la réduction du métabolisme de base. C'est vraiment un chiffre qui est très très important, messieurs dames. 10 à 12%, aussi bien chez des modèles humains que sur des modèles animaux. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez... Je suis désolé, je fais une petite aparté, mais c'est quand même vraiment très très beau. Tout vert, la montagne en fond, bien là, très très bien. Donc, ce que veut dire ce chiffre de 10 à 12% de réduction du métabolisme, c'est que si votre métabolisme actuellement est censé être à 1500 kcal par jour, vous pourriez descendre jusqu'à 1350 rien qu'avec une situation d'hypothyroïdie. Donc,
Ça, c'est quand même très très important. Et là, du coup, vous allez me dire, mais est-ce que l'hypothyroïdie n'a pas tendance à engendrer une diminution de l'appétit qui fait que finalement cette baisse du métabolisme serait compensée et régulée de manière naturelle par une baisse de l'appétit et que du coup, oui, le métabolisme de base diminuerait, mais que nos apports caloriques de manière conséquentielle diminueraient également. Alors, j'ai pas trouvé énormément d'études sur le sujet, donc c'est compliqué de conclure de manière vraiment certaine, mais ce que montrent les études, c'est que c'est pas le cas, c'est que ça ne semble pas être le cas. C'est que la réduction du métabolisme de base qu'on a en situation d'hypothyroïdie ne semblerait pas associée à une réduction spontanée des apports caloriques. Et que du coup, vous le comprenez bien, cette petite, entre guillemets, diminution de 10 à 12% du métabolisme, en fait, sur plusieurs années, sur plusieurs mois, ça peut tout à fait, en tant que tel, engendrer une prise de masse grasse. Ça, c'est extrêmement important de le comprendre. 150 kcal par jour, ça peut ne pas paraître énorme, mais si vous ne les compensez pas au niveau alimentaire et que vous êtes en excédent calorique à hauteur ne serait-ce que de 150 kcal par jour, mais sur plusieurs mois, voire plusieurs années, c'est un facteur qui, en tant que tel, va contribuer à vous faire prendre de la masse grasse. Donc ça, c'est quand même un paramètre très très important à avoir en tête. Maintenant, il y a également quelque chose qui me paraît très très important et que les études ne montrent pas, c'est de considérer que quand on est en situation d'hypothyroïdie, très souvent, on est vraiment fatigué, on a moins de motivation, on a moins d'entrain, on subit un petit peu ses journées, on subit son corps et que ce faisant, mécaniquement, il va se passer deux choses. Premièrement, on va avoir tendance à faire moins d'activité physique parce que je vous apprends rien, mais quand on est fatigué, quand on n'est pas motivé, aller faire du sport, c'est compliqué. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, on va avoir plus tendance à compenser sur des aliments qui vont être réconfortants d'un point de vue émotionnel. Toujours pareil, quand on est fatigué, qu'on est stressé, qu'on est anxieux, qu'on est mélancolique, on va avoir tendance à plus compenser au niveau de l'alimentation, c'est mécanique. Donc plus s'orienter vers des aliments comme, en tout cas des aliments qui vont être riches en sucre, riches en graisse et riches en énergie. Donc, si on fait un petit récapitulatif, quand vous êtes en situation d'hypothyroïdie, vous avez un métabolisme de base qui est réduit. Deuxièmement, une tendance à moins faire de sport. Et troisièmement, une tendance à compenser votre état de fatigue et votre état de mélancolie par l'alimentation et par des aliments qui vont être plus riches. Donc finalement, si on met ces trois aspects bout à bout, on se retrouve avec une équation qui a comme potentielle conséquence et comme probable conséquence de faire prendre de la masse grasse à long terme. Donc ça, encore une fois, ce ne sont pas des choses qui sont démontrées scientifiquement parce que c'est quand même assez compliqué à prouver, mais ça me paraît être un mécanisme assez évident et qui pourrait expliquer, entre autres facteurs, pourquoi on retrouve très souvent une prise de poids chez les personnes et notamment chez les femmes en situation d'hypothyroïdie. Maintenant, depuis tout à l'heure, je fais volontairement le distinguo entre d'une part la prise de poids, d'autre part la prise de masse grasse. Je viens de vous dire que voilà, il était probable que l'hypothyroïdie à terme contribue à faire prendre de la masse grasse et c'est sans doute vrai, même si c'est pas évident, pas systématique et que les liens peuvent être plus ou moins directs. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que l'hypothyroïdie en tant que telle contribue à faire prendre du poids, et j'ai bien dit du poids, pas de la masse grasse, par le simple fait que l'hypothyroïdie va générer de la rétention d'eau, ce qu'on appelle du myxœdème, et que l'hypothyroïdie a également tendance à constiper, à ralentir le fonctionnement de la sphère digestive et que ces deux éléments mis bout à bout vont contribuer en tant que tels à faire prendre du poids. Et du coup, on se retrouve dans les études avec des prises de poids qui peuvent aller de 4 à 5 kg uniquement via l'instauration d'un état d'hypothyroïdie, mais que pour le coup, lorsqu'on commence à pas à se supplémenter, mais à se traiter avec de la L-thyroxine, donc un traitement à base de T4 synthétique, le poids mécaniquement qui avait été engendré par cette rétention d'eau, cette constipation, a tendance à revenir à quelque chose d'un petit peu plus normal et à se stabiliser. Donc voilà, c'était pour la petite aparté, mais bien faire le distinguo, la différence entre prise de poids et prise de masse grasse quand on parle d'hypothyroïdie. Donc, je regarde un petit peu mes petites notes si j'avais oublié des choses. Ouais, ok, d'accord. Donc ensuite, je voulais faire également un autre lien, parce que là, pour le coup, on a parlé de quelque chose d'assez mécanistique, si je puis dire, entre les apports caloriques, l'appétit, les dépenses caloriques et du coup, la prise de poids, la prise de masse grasse.
Il y a également quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que l'hypothyroïdie au global va avoir tendance à engendrer une augmentation du terrain inflammatoire. Ça, c'est assez bien documenté, mais ce n'est pas quelque chose qu'on sait tout le temps forcément en pratique. Mais l'hypothyroïdie va augmenter ce qu'on appelle la production de cytokines pro-inflammatoires. Donc dans ces cytokines, on va notamment retrouver la protéine C réactive, on va retrouver le TNF-alpha, on va retrouver l'interleukine 6, l'interleukine 1 bêta, enfin bref, je ne rentre pas dans trop de détails, c'est pas très important de connaître les noms, mais en tout cas, cette hypothyroïdie va générer un terrain inflammatoire, et ce terrain inflammatoire peut avoir plusieurs conséquences plus ou moins directes en matière de métabolisme. Donc, la première conséquence, c'est que ces cytokines pro-inflammatoires, elles vont avoir tendance à perturber le signal de la sensibilité à l'insuline. Et pour le coup, c'est quelque chose qu'on retrouve assez bien dans la littérature scientifique, c'est que il y a une corrélation assez forte entre les valeurs de cytokines que je viens d'évoquer, donc les valeurs d'inflammation de bas grade, et la sensibilité à l'insuline. À savoir que au plus on a un niveau élevé d'inflammation de bas grade, au moins on va être sensible à l'insuline et au plus du coup on peut avoir des perturbations métaboliques qui à terme peuvent conduire à du diabète de type 2 et à de l'obésité. Donc ça c'est la première chose. Et ensuite, il ne faut pas oublier non plus quelque chose, c'est que cet état d'inflammation de bas grade, il peut être associé à ce qu'on appelle un état d'hyperperméabilité intestinale, donc où en fait l'intestin va devenir poreux en quelque sorte, va laisser passer des molécules dans le sang qui n'auraient rien eu à faire justement dans le sang, et que encore une fois, on va avoir dans le sang le passage de certaines molécules, en tout cas la présence de certaines molécules qui peuvent encore une fois disrupter ou en tout cas perturber le signal de l'insuline. Donc ça c'est ce qu'on appelle les lipopolysaccharides notamment. Et du coup, on sait aujourd'hui que ces lipopolysaccharides sont associés à l'obésité, à la prise de poids, à la résistance à l'insuline. Et donc, on voit également que finalement, dans le cas de l'hypothyroïdie, il y a d'autres facteurs que les facteurs liés à l'apport énergétique en tant que tel, qui peuvent expliquer aussi comment on peut se retrouver à prendre du poids. Mais là, pour le coup, on est sur des mécanismes plus indirects et qui, voilà, dont le lien en tout cas de causalité n'est pas clairement établi par rapport à la prise de poids. Voilà messieurs, dames, écoutez, on a fait une vidéo un peu plus longue que d'habitude, on est à 27 minutes, je regarde si j'ai rien oublié, je pense que c'est pas mal, voilà, j'ai tout mentionné. Donc en conclusion, il semblerait que oui, effectivement, l'hypothyroïdie puisse bel et bien conduire à de la prise de poids, même si, en tout cas de la prise de masse grasse à long terme, même si bien entendu, c'est pas le seul facteur, même si bien entendu, c'est pas forcément un lien direct, mais les gens qui vous diront qu'il n'y a aucun lien entre hypothyroïdie et prise de masse grasse, bah, je suis désolé, mais ces gens-là n'ont probablement pas regardé les études scientifiques ou en tout cas n'ont pas eu de cas d'hypothyroïdie en consultation et dans leur pratique. Parce que même si encore une fois le lien il est complexe et il n'est pas systématique, oui il y a bel et bien un lien, c'est quand même assez évident. Voilà messieurs, dames, écoutez, je vous laisse avec une dernière petite vue du paysage du Pays Basque, des petites vues bien vertes de ces collines tout à fait magnifiques. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit commentaire, en tout cas un petit like, un petit commentaire et en partageant aux personnes que vous connaissez que ça pourrait aider. N'hésitez pas également, si vous voulez une vidéo sur les solutions naturelles pour améliorer son fonctionnement thyroïdien, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. On pourra évoquer la micronutrition, on pourra évoquer la pratique d'une activité physique, l'alimentation, la gestion du stress. Bref, il y a plein de choses à faire pour améliorer son fonctionnement thyroïdien en complément ou non d'une approche médicamenteuse, parce que bien souvent l'approche médicamenteuse quand on est vraiment en situation d'hypothyroïdie est nécessaire, mais il y a également d'autres choses à faire pour améliorer tout ça. Allez, je vous dis à bientôt. Encore une fois, j'espère que la vidéo vous aura plu et portez-vous bien.